Ma sœur a crié pendant le dîner du dimanche, sors d'ici. L'argent ne peut pas t'acheter une place dans cette famille. Maman a ricané, tu es juste jalouse. Papa est resté silencieux. J'ai souri. Très bien. Papa a lancé sèchement, si tu détestes tant cette famille, alors pars. Personne ne te retient. Alors je suis sorti. Le lendemain matin, la panique a déchiré la famille. Je m'appelle Léa. J'ai 30 ans. Et quelques heures avant que tout n'explose, j'étais encore la personne responsable qui empêchait la vie de ma famille de s'effondrer. Je venais de terminer une journée de 12 heures à l'agence de marketing, jonglant avec 3 campagnes et une crise de dernière minute, lorsque je suis rentré à la maison pour notre dîner dominical habituel, la représentation hebdomadaire où je payais pour la plupart des choses. Et où ma jeune sœur se prélassait sous les feux des projecteurs. Je suis entré dans la salle à manger, les épaules tendues, le téléphone vibrant de mes professionnels que je continuais d'ignorer, et j'ai retrouvé la même scène que d'habitude. Ma sœur riant trop fort, ma mère buvant chacune de ses paroles, mon père prétendant ne pas voir la tension chaque fois que la conversation effleurait le sujet de l'argent. Je me suis assise en silence, calculant déjà dans ma tête quelle facture était due cette semaine, quels frais de découvert je pouvais encore éviter à mes parents, quels avis de retard je pouvais négocier lundi. C'était comme vivre avec une bombe à retardement que j'étais la seule à entendre. La dispute n'a pas commencé par des cris. Elle a commencé par un petit commentaire acerbe, du genre qui coupe plus profondément parce qu'il est enrobé d'une blague. Ma sœur a levé les yeux au ciel quand maman m'a remercié d'avoir encore payé la facture d'électricité. Ce n'est pas si important que ça, a-t-elle dit. Léa jette juste l'argent par les fenêtres pour se sentir importante. Ces mots ont touché une ecchymose qui était là depuis des années. J'ai dégluti, senti la brûlure familière dans ma poitrine, et pour une fois, je n'ai pas laissé passer. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être traité comme un distributeur de billets avec un pot. Assez d'être l'échafaudage invisible qui soutenait le désordre de tout le monde. Son visage s'est durci. Elle a repoussé sa chaise, m'a pointé du doigt, et devant nos parents et les assiettes de nourriture à moitié mangées, elle a hurlé, sors d'ici. L'argent ne peut pas t'acheter une place dans cette famille. La lèvre de maman s'est retroussée tandis qu'elle ajoutait, tu es juste jalouse. Elle ne nous le jette pas à la figure comme tu le fais. Papa fixait son assiette comme si le motif de la porcelaine était soudainement devenu fascinant. Mon pouls battait dans mes oreilles, mais ma voix est sortie calme quand j'ai répondu, très bien. Ce simple mot a eu l'effet d'une allumette sur du bois sec. Papa a finalement levé les yeux et a lancé sèchement, si tu détestes tant cette famille, alors pars. Personne ne te retient. Alors, je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise avec des mains tremblantes, et je suis sorti, sachant qu'ils n'avaient aucune idée de ce que ces mots allaient leur coûter. Avant de vous dire ce qu'ils ont dit ensuite, et ce qui s'est passé après mon départ définitif, dites-moi dans les commentaires quelle heure il est, où vous êtes, et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire de famille, d'argent, et de craquage final voyagera. Au moment où j'ai claqué la porte de ma chambre et appuyé mon front contre elle, mes mains tremblaient encore. Pas seulement à cause de ce que ma sœur avait crié à table, mais à cause des années de mots ravalés qui avaient finalement réussi à remonter tous en même temps. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert une note vierge, le curseur clignotant comme s'il me mettait au défi d'être honnête pour la première fois de ma vie. Chère petite sœur, ai-je tapé, puis j'ai effacé les mots avant qu'ils ne puissent apparaître complètement. Ce n'était pas vraiment une lettre. C'était plutôt une autopsie de la façon dont nous en étions arrivés là. J'ai repensé au moment où les rôles ont commencé à se cristalliser. J'avais 18 ans. L'entreprise de nos parents venait de faire faillite, et les créanciers appelaient sans arrêt. Pendant que mes amis s'inquiétaient de la décoration de leur chambre d'étudiants, je travaillais à 2 emplois à temps partiel et je virais de l'argent pour que les lumières restent allumées à la maison. Quand j'ai décroché mon premier vrai poste en marketing, chaque promotion, chaque prime, chaque contrat en freelance supplémentaire disparaissait discrètement dans les mensualités du prêt immobilier, les avis de retard, et les urgences qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient toujours impliquer le style de vie de ma sœur. Elle était la charmante, l'esprit créatif, la fille aux grands rêves et à l'appétit encore plus grand pour les choses qu'elle ne pouvait pas s'offrir, des sacs de créateurs achetés en solde, des voyages payés avec des cartes de crédit dont elle n'ouvrait jamais les relevés. Une voiture neuve qu'elle n'avait pas les moyens de conduire. Et moi? J'étais la garante, la cosignataire, le nom sur le prêt parce que, ton score de crédit est meilleur, chérie. C'est juste pour un moment.
Je me souviens du jour où j'ai trouvé le contrat de prêt rangé dans un tiroir du meuble du couloir, enfoui sous de vieilles factures de téléphone et des cartes de garantie. Là, en encre noire, il y avait mon nom, ma signature ou plutôt une imitation grossière de celle-ci gribouillée sous une ligne qui me liait à une dette que je n'avais jamais acceptée. Ma sœur avait imité ma signature pour un prêt privé, et mes parents avaient détourné le regard parce qu'elle était désespérée. Elle avait besoin d'un nouveau départ. Cette découverte s'est logée dans ma poitrine comme un éclat de verre, mais je l'ai ravalée. J'ai payé les mensualités à temps parce que si je ne le faisais pas, il pourrait perdre la maison. C'était ma prison, la maison où j'étais censée être si chanceuse d'avoir une place. Ce soir-là, au dîner, avant l'explosion, ma mère avait commencé son jeu de comparaison habituel. Léa est si responsable avec l'argent, dit-elle en me tapotant la main sans me regarder. Mais ta sœur a un si grand cœur. Elle a juste besoin de temps pour trouver sa voie. J'ai laissé passer. Au début, je me suis concentré sur le poulet rôti, sur la purée de pommes de terre, sur n'importe quoi d'autre que le ressentiment qui me serrait les côtes. Ma sœur s'est penchée en arrière sur sa chaise, faisant défiler son téléphone. Je ne suis pas irresponsable, dit-elle nonchalamment. Je n'ai simplement pas un complexe de maniaque du contrôle comme Léa. Elle agit comme si tout le monde lui appartenait juste parce qu'elle paie des trucs. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'agis pas comme si quelqu'un m'appartenait, ai-je dit à voix basse. J'agis comme quelqu'un qui ne veut pas voir sa famille se retrouver à la rue. Maman a fait, TSSTSS. Personne ne t'a demandé de te sacrifier autant, Léa. C'était une phrase si familière qu'elle semblait presque écrite d'avance. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Vraiment, ai-je dit, un rire amer s'étranglant dans ma gorge. Personne ne me l'a demandé? Qui a signé le prêt en mon nom? Parce que j'ai trouvé les papiers, et la signature ressemble beaucoup à la mienne, mais je ne me souviens pas avoir tenu le stylo. La pièce est devenue absolument silencieuse. La fourchette de ma sœur s'est figée à mi-chemin de sa bouche. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Le sourire de maman a vacillé, puis a disparu. De quoi tu parles? A demandé ma sœur, sa voix soudainement aiguë. Je parle du prêt que tu as contracté en utilisant mon nom, ai-je répondu, fixant mes yeux dans les siens. Celui que je rembourse pour que la banque ne saisisse pas la maison. Maman a lancé à ma sœur un regard qui était un mélange de peur et de fureur. C'est vrai, a-t-elle murmuré. Les joues de ma sœur ont rougi, et pour la première fois ce soir-là, j'ai vu la panique vaciller dans ses yeux. Ce n'était pas si grave, a-t-elle marmonné. Je savais que Léa aiderait. Elle le fait toujours. Cette phrase désinvolte, pleine de suffisance, complètement impénitente a été l'huile sur le feu. Les cris, l'accusation qui a suivi, le final, sort d'ici. L'argent ne peut pas t'acheter une place dans cette famille. Rien de tout cela n'est sorti de nulle part. C'était construit sur des années où j'étais le filet de sécurité et où elle rebondissait dessus sans jamais regarder en bas. C'est pourquoi, quand elle m'a crié de partir, ça n'a pas seulement fait mal, ça a tout clarifié. Dites-moi honnêtement, si vous étiez assis à cette table, regardant la personne qui a imité votre signature continuer à se comporter comme la victime, auriez-vous gardé le silence pour préserver la paix? Ou auriez-vous allumé la mèche comme je l'ai fait? Quand les mots de ma sœur ont ricoché dans la salle à manger, sors d'ici. L'argent ne peut pas t'acheter une place dans cette famille, c'est comme si quelqu'un avait enfin tiré l'alarme incendie dans un bâtiment qui se remplissait silencieusement de fumée depuis des années. Le visage de ma mère s'est tordu en une expression laide alors qu'elle prenait son parti. Tu es juste jalouse, a-t-elle répété, sans même regarder la pile de factures impayées sur le comptoir derrière elle. Mon père, comme d'habitude, a essayé de disparaître dans son assiette. Je les ai regardés tous les trois et j'ai réalisé dans un éclair écœurant qu'ils s'attendaient tous à ce que cela se termine comme toujours, j'avalerai ma fierté, je m'excuserai pour mon ton, je promettrai de continuer à aider, et la vie reviendrait à son équilibre injuste. Mais quelque chose en moi a refusé de plier cette fois. Jalouse, ai-je dit doucement, en repoussant ma chaise. Ma voix était douce, mais elle portait comme une fissure dans la glace. C'est moi qui ai maintenu le prêt immobilier à jour quand papa a perdu son travail. C'est moi qui ai remboursé tes cartes de crédit quand les intérêts ont commencé à t'étouffer. C'est moi qui rembourse un prêt que je n'ai jamais accepté parce que tu as imité ma signature et que maman a dit que tu étais juste confuse et désespérée. De quoi, exactement, suis-je jalouse? Ma sœur a ricané,
mais il n'y avait plus de réelle conviction derrière. Tu crois que nous jeter de l'argent à la figure te rend meilleur que nous, a-t-elle lancé. Tu adores jouer les martyrs. Papa a finalement trouvé sa voie. Ça suffit, vous deux, a-t-il marmonné. C'est censé être un moment en famille. Je me suis tourné lentement vers lui. Un moment en famille, ai-je répété. Quelle part de ce moment en famille existerait même sans mes virements directs? J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert mon application bancaire, les chiffres que j'avais fixés dans le noir temps de nuit scintillant maintenant sur l'écran d'une clarté froide et numérique. En ce moment, ai-je dit, 70% du paiement du prêt immobilier, toutes les charges, le budget des courses, et ce précieux prêt sont liés à mon compte. Pas au vôtre. Au mien. Les yeux de ma mère se sont tournés vers le téléphone. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Nous sommes reconnaissants. Vraiment. Non, ai-je coupé, sentant ma gorge se serrer. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes confortable. Il y a une différence. Mon pouce planait au-dessus de l'onglet « Gérer les paiements ». Pendant une seconde, l'ancienne version de moi, celle qui désirait l'approbation de ma mère comme de l'oxygène, m'a supplié d'arrêter. Cette partie de moi est revenue à l'adolescence, louée pour être la mature, chaque fois que ma sœur faisait une bêtise, récompensée par de l'affection uniquement lorsque je nettoyais le chaos des autres. L'amour dans notre maison avait toujours été conditionné à l'utilité. Léa, assieds-toi, a dit papa, essayant de paraître autoritaire et échouant. Nous parlerons de ça plus tard. Non, ai-je répété. C'était presque un murmure, mais j'ai eu l'impression que c'était le mot le plus fort que j'ai jamais prononcé. Mon pouce a bougé. J'ai annulé le virement automatique pour le prêt immobilier. L'écran suivant est apparu, êtes-vous sûr? Cela arrêtera tous les futurs paiements vers ce compte. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais ma main était stable. J'ai appuyé sur « Confirmer ». Puis j'ai parcouru la liste « Électricité »,« eau »,« Internet », le remboursement du prêt. Un par un, j'ai coupé les liens. Chaque confirmation était comme couper une autre corde qui m'avait lié au rôle qu'ils avaient écrit pour moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» a exigé ma sœur, sa voix montant dans les aigus. « Tu ne peux pas simplement arrêter. Ils vont nous poursuivre. Ils poursuivront les personnes dont les noms sont réellement censés figurer sur ces factures, ai-je répondu. C'est comme ça que ça marche. Maman s'est jetée sur moi, essayant d'attraper le téléphone, mais j'ai reculé. Arrête ça tout de suite, a-t-elle crié. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. La vieille culpabilité a tenté de remonter le long de ma colonne vertébrale, mais j'ai croisé son regard et j'ai dit, et je vous rembourse avec intérêt depuis plus d'une décennie. À quel moment la dette prend-elle fin? Ma sœur a croisé les bras. Tu nous punis, a-t-elle accusé. Tu fais ça exprès juste pour nous voir souffrir. J'ai réfléchi à cela un instant. Je ne fais pas ça pour vous voir souffrir, ai-je dit lentement. Je fais ça pour que vous ressentiez enfin le poids que vous avez mis sur moi. Peut-être que c'est la seule façon pour que les choses changent. Papa a claqué sa fourchette, le bruit faisant sursauter tout le monde. Si tu détestes tant cette famille, a-t-il dit, la colère perçant enfin à travers sa passivité, alors pars. Personne ne te retient. Voilà, la phrase qui a dépouillé toute illusion que j'étais aimé pour qui j'étais plutôt que pour ce que je fournissais. Ma poitrine me faisait mal, mais la décision était déjà prise. D'accord, ai-je dit. Tu as raison. Plus personne ne me retient. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, repoussé ma chaise, et je me suis tourné vers le couloir. En m'éloignant de la table, j'entendais le murmure paniqué de ma sœur et le paiement du demain. Maman a sifflé en retour, on trouvera une solution. Mais sa voix tremblait. Peut-être, pour la première fois, a-t-elle compris que « on trouvera une solution » ne signifiait plus « Léa s'en chargera ». En route vers ma chambre pour faire un sac, je me suis arrêté une seconde devant la salle de bain, mon reflet capté dans le miroir du couloir. Je ne ressemblais ni à une méchante ni à une sauveuse. J'avais juste l'air fatigué. Avez-vous déjà réalisé au cours d'une conversation brutale que vous n'aviez jamais vraiment été vu comme un enfant, un frère ou une sœur, une personne mais comme une ressource? Quand ce moment est enfin arrivé pour moi, le choix de partir a moins ressemblé à une trahison qu'à de la survie.
j'ai jeté des vêtements dans un sac de voyage avec une efficacité mécanique, ordinateur portable du travail, chargeur, quelques tenues pour quelques jours, l'argent liquide d'urgence que je gardais caché dans une chaussette au fond de mon tiroir. Chaque article que je mettais dans le sac ressemblait à un aveu, je ne faisais pas assez confiance à cette maison pour y laisser ma vie. Depuis le couloir, j'entendais les voix de ma famille monter et s'écraser comme des vagues les unes contre les autres. « Comment as-tu pu la laisser faire ça » a crié ma mère à mon père. « Moi » a-t-il aboyé en retour. « C'est toi qui la materne et la laisse traiter Léa comme une carte de crédit sur pattes. » La voix de ma sœur a percé, aiguë et indignée. « J'ai dit que je la rembourserais. Ce n'est pas ma faute si elle est obsédée par le contrôle. Elle adore tout ramener à elle. » J'ai fermé la fermeture éclair du sac et l'ai jeté sur mon épaule, mon pouls battant plus à cause de l'adrénaline émotionnelle que du poids. Alors que j'entrais dans le couloir, ma mère est apparue à l'autre bout, les yeux rouges, le mascara coulant. « Tu ne peux pas être sérieuse » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Tu pars vraiment pour une seule dispute ?» J'ai failli rire. Une seule dispute ? Comme si ce soir était une tempête aléatoire et non le tremblement de terre inévitable après des années de pression. « Je pars parce que ça a été toute ma vie » ai-je répondu. « Je pars parce que je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en train de réparer vos désastres. » Ma sœur est apparue derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée dans une expression qui se voulait provocante, mais qui ne pouvait pas tout à fait cacher la lueur de peur dans ses yeux. « Tu reviendras » a-t-elle dit. « Tu reviens toujours. Tu ne supportes pas de ne pas être nécessaire. » Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que tu as juste peur de découvrir ce qui se passera si je ne le fais pas. Je suis passé devant elle dans le couloir bordé de photos de famille, anniversaires, remises de diplômes, vacances où je jouais le rôle d'organisatrice, d'acheteuse, de solutionneuse de problèmes. Sur chaque photo, ma sœur était au centre, rayonnante, tandis que je planais sur le bord, l'ombre responsable. À la porte d'entrée, papa se tenait les bras croisés, barrant le passage comme un gardien réticent. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait s'excuser, qu'il pourrait s'écarter et dire qu'il ne le pensait pas. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils et a demandé « Alors, où est-ce que tu vas aller ?» Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la curiosité, presque du scepticisme, comme s'il ne pouvait pas imaginer que j'ai une vie en dehors de cette maison. « Je trouverai une solution » ai-je dit. « Je le fais toujours, tu te souviens. » Sa bouche s'est contractée, mais il s'est écarté. J'ai ouvert la porte, et l'air de la nuit s'est engouffré frais, humide, transportant le faible bruit du trafic lointain et le son plus aigu, plus proche, du sanglot de ma mère. J'ai franchi le seuil, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un me rappelle, dise « Attends, nous sommes désolés. » Nous ne le pensions pas. Au lieu de cela, la voix de ma sœur a flotté après moi, cassante et têtue. « Très bien, vas-y alors. Ne reviens pas en rampant quand les choses deviendront difficiles. » La porte s'est refermée derrière moi dans un clic discret dont la finalité a résonné plus fort que n'importe quelle porte que j'ai jamais claquée. En descendant l'allée avec mon sac, j'ai imaginé la maison derrière moi, non pas comme un foyer, mais comme un décor de théâtre dont les lumières avaient finalement été éteintes. J'ai déverrouillé ma voiture, jeté le sac sur la banquette arrière, et je suis resté assise un moment, les mains sur le volant, fixant le tableau de bord. L'envie de pleurer m'est montée à la gorge, épaisse et chaude, mais je l'ai refoulée. Au lieu de cela, j'ai mis le moteur en marche et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. J'ai réservé une chambre dans un hôtel bon marché sur la côte normande, un endroit que j'avais vu sur mon trajet mais où je ne m'étais jamais imaginé séjourner. Le hall sentait légèrement le café et les produits de nettoyage. Le réceptionniste n'a pas demandé pourquoi mes yeux brillaient, ou pourquoi ma voix semblait éraillée lorsque j'ai donné mon nom pour la réservation. Dans la petite chambre silencieuse, j'ai laissé tomber mon sac sur le lit et je me suis enfin permis d'expirer. C'était le genre d'expiration que l'on ne sait pas que l'on retient jusqu'à ce qu'elle vous quitte. J'ai pris une douche, enfilé un vieux t-shirt, et je me suis assise sur le bord du lit en fixant mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de message. Alors, j'ai mis un réveil pour le lendemain matin et je me suis forcé à dormir. Le matin est arrivé plus tôt que prévu. Mon téléphone a vibré avant même que mon réveil ne sonne. Pigne après pigne, s'empilant comme un roulement de tambour anxieux. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Des dizaines de messages illuminaient la discussion de groupe familial,
quelque chose qu'il n'utilisait habituellement que pour les émojis d'anniversaire et les photos floues de nourriture. Cette fois, c'était frénétique. Quelqu'un a-t-il parlé à la banque? Le virement automatique n'est pas passé. Ils disent que nous avons 2 mois de retard. Maman, la compagnie d'électricité a appelé. Où est Léa? Appelle-la maintenant. Un message séparé de ma tante est apparu. Que se passe-t-il chez vous? Ta mère vient de m'appeler en larmes en disant que la banque pourrait entamer une procédure de saisie s'ils ne reçoivent pas le paiement cette semaine. Puis d'un numéro inconnu, Mademoiselle Léa, ceci est un rappel de courtoisie concernant le prêt associé à votre nom. Veuillez nous contacter immédiatement. La panique avait en effet déchiré la famille, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendaient. Pendant des années, la tempête avait vécu dans ma poitrine. Maintenant, pour la première fois, elle était enfin à l'extérieur de moi, leur montrant les dégâts qu'ils avaient ignorés. Les semaines suivantes, j'ai eu l'impression de vivre dans 2 univers parallèles. Dans l'un, j'étais Léa, la professionnelle du marketing, la femme qui se présentait aux réunions avec des diapositives impeccables, des stratégies pointues, et une voix calme qui rassurait les clients anxieux. Dans l'autre, j'étais Léa, la fille en fuite, celle qui avait fait exploser une bombe financière lors d'un dîner dominical et qui observait maintenant les retombées à distance de sécurité. Au début, les messages de ma famille alternaient entre colère et manipulation. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a écrit ma mère le 2e jour. « Nous sommes tes parents. » Quelques heures plus tard, nous n'aurions pas dû crier. « Reviens juste et nous en parlerons. » Les textos de ma sœur étaient plus durs. « Tu es folle, disait l'un. Tu te rends compte qu'il pourrait prendre la maison. » Un autre, « Tu as tout gâché juste pour prouver quelque chose. Tu es malade. » J'ai tapé et effacé au moins 50 réponses. Celle que j'ai finalement envoyée était courte, « Je ne suis pas celle qui a signé un prêt au nom de quelqu'un d'autre en supposant qu'il le paierait pour toujours. » Après cela, les messages ont changé de ton. Ils ont cessé d'exiger, ont commencé à supplier. Papa a appelé un soir, sa voix moins en colère et plus tendue. « On est en retard, ma puce, a-t-il admis. La banque nous a donné une date limite. Ta mère essaie de jongler avec les paiements, mais sans tes virements, il s'est interrompu. » Je pouvais entendre la télé en arrière-plan, ma sœur faisant les 100 pas et marmonnant, le cliquetis de la vaisselle dans l'évier. « Que allez-vous faire ?» ai-je demandé, choisissant chaque mot avec soin. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu la vérité, pour la première fois, il ne savait pas. « Je cherche du travail », a-t-il dit. « N'importe quoi. Ta mère prend des heures supplémentaires au magasin. Ta sœur elle essaie de trouver des solutions. » J'ai pensé au sac de créateurs qui tapissait le placard de ma sœur, à la voiture dont elle ne manquait jamais une occasion de se vanter sur les réseaux sociaux, au voyage dont elle avait posté des photos pendant que je payais discrètement les factures à la maison. Elle peut vendre la voiture, ai-je dit sèchement, et les sacs, et tout ce qui a été acheté avec de l'argent que personne n'avait vraiment. Il a soupiré. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, ai-je répondu. Vous n'aimez juste pas les options. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans la chambre d'hôtel à regarder la petite table où mon ordinateur portable était ouvert. Ma campagne actuelle était pour une application d'éducation financière, ironiquement, enseignant aux gens comment budgétiser, épargner et éviter les spirales de la dette. J'ai ouvert une des présentations et fait défiler des diapositives sur les limites, la responsabilité et le coût d'ignorer la réalité. J'ai été frappé par le fait que j'avais été prête à prêcher ces choses à des étrangers tout en laissant ma propre famille violer chaque principe auquel je croyais. C'est là que j'ai réalisé que ma vengeance ne consistait pas à leur faire du mal. Il s'agissait de les forcer à vivre dans la réalité dont ils avaient été isolés par mes sauvetages constants. J'ai trouvé un thérapeute grâce à mon programme d'aide aux employés et j'ai commencé des séances hebdomadaires. Dans ce petit bureau à l'éclairage tamisé et avec la boîte de mouchoirs toujours à portée de main, j'ai démantelé la croyance que ma valeur était liée au sacrifice. Nous avons remonté jusqu'à l'enfance, jusqu'à la première fois où mes parents m'ont félicité d'être, si mature, lorsque j'ai renoncé à quelque chose que je voulais pour que ma sœur puisse avoir ce qu'elle désirait. Vous avez appris que l'amour vient quand vous vous effacez un peu, a dit mon thérapeute. Quitter cette maison n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de réapparaître dans l'existence. Pendant ce temps, les nouvelles de la maison me parvenaient par l'intermédiaire de ma tante, qui était devenue une messagère. Tes parents pensent à vendre la maison, m'a-t-elle dit autour d'un café un samedi.
Ils ont des mois de retard. Ton père a finalement admis combien tu payais. Et ma sœur, ai-je demandé. Elle a perdu la voiture, a dit ma tante, sans tout à fait cacher une note de désapprobation. Elle ne pouvait pas suivre les paiements une fois que tu as arrêté d'aider. Elle cherche du travail. Du vrai travail. Pas seulement poster des photos et appeler ça du marketing d'influence. J'ai presque souri à cela. Ce n'était pas par plaisir de les voir souffrir, c'était de voir enfin la cause et l'effet s'aligner. La maison qui avait été maintenue en vie grâce à mon travail silencieux et invisible les forçait maintenant à affronter leurs propres décisions. La nuit, lorsque la culpabilité tentait de se glisser à nouveau comme un courant d'air sous la porte, je me rappelais que je ne leur avais rien volé. J'avais simplement cessé de donner des morceaux de ma vie à un système qui refusait d'en reconnaître le coût. Un soir, alors que je marchais le long de la plage, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de ma sœur. Pas en majuscule, pas dégoulinant de sarcasme. J'ai trouvé un travail, disait-il. Dans la vente. C'est nul. J'ai mal aux pieds. Je suis tout le temps fatigué. Un deuxième message a suivi, c'est ça que tu as fait pendant toutes ces années? J'ai fixé l'écran, les vagues sifflant doucement contre le sable. Après une longue minute, j'ai répondu, oui. Et pire encore, parce que je le faisais pour tout le monde. Elle n'a pas répondu cette nuit-là, mais pour la première fois, j'ai senti l'équilibre changer. Pas en ma faveur, pas contre la sienne, juste plus proche de quelque chose qui ressemblait à de l'équité. Au fil des mois, ma vie s'est lentement étendue au-delà de la forme de la crise de ma famille. J'ai loué un petit studio avec de la peinture écaillée et une fenêtre récalcitrante, acheté mes propres meubles pièce par pièce, et construit des routines qui n'appartenaient qu'à moi, des matins calmes avec du café, des journées concentrées au travail. Des soirées qui ne se terminaient pas par quelqu'un frappant à ma porte à propos d'une facture. Je me suis investi dans mon travail, j'ai obtenu une promotion, et pour la première fois, j'ai vu mes économies augmenter sans les attribuer secrètement aux urgences de mes parents. J'avais encore des nuits où la culpabilité s'insinuait, et je restais éveillé à me demander s'ils avaient assez à manger, si la maison tenait toujours debout, si ma sœur me détestait encore. Mais j'ai résisté à l'envie de réparer quoi que ce soit. Puis un soir, mon téléphone s'est allumé, maison. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit de répondre. La voix de mon père semblait plus vieille, plus fine. Il n'a pas crié cette fois. Il a juste dit, on a vendu la maison, ma puce. La banque avait trop insisté. Les avis de retard s'étaient accumulés, et sans mes virements, il n'y avait aucun moyen de rattraper le retard. Ils avaient déménagé dans une petite location de 2 chambres, moins chère, moins de souvenirs. Ma mère avait du mal à accepter la perte, mais il a admis qu'elle avait aussi été forcée de repenser à la façon dont il m'avait traité. Ma sœur avait perdu la voiture, vendu la plupart de ses affaires chères, et travaillait maintenant à 2 emplois dans la vente le jour, serveuse le soir juste pour se maintenir à flot. On espérait pouvoir te voir, a dit papa prudemment. Quelque part de neutre. Sans cri, juste pour parler. Je pouvais entendre l'humilité dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une partie de moi voulait claquer la porte à la conversation, mais une autre partie plus âgée, plus calme voulait une conclusion. Nous avons choisi un café près de mon bureau, un endroit lumineux avec de grandes fenêtres et des plantes, le genre d'endroit qui semblait sûr. Quand le dimanche est arrivé, je suis arrivé en avance, les mains enroulées autour de mon café comme une encre. Mes parents sont entrés, paraissant plus petits en quelque sorte, comme des gens qui avaient finalement été forcés de se tenir sur leurs propres pieds. Nous nous sommes assis. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis ma mère a lâché, je suis désolé. Et pour une fois, je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Elle s'est excusée pour tout. Pour avoir traité mes sacrifices comme automatiques. Pour avoir défendu ma sœur pendant que je payais pour tout. Pour m'avoir dit que, personne ne t'a demandé d'aider, tout en s'attendant à ce que je les sauve. Mon père a admis qu'il s'était caché derrière ma responsabilité pour pouvoir éviter d'être lui-même responsable. Tu étais plus un soutien de famille que moi, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être. Je leur ai dit que je n'étais pas parti parce que j'avais cessé de les aimer. Je suis parti parce que rester signifiait m'effacer lentement. Ma mère a fait glisser un document plié sur la table. Avec l'aide d'un avocat,
ils avaient transféré l'entière responsabilité du prêt falsifié à ma sœur, me libérant légalement et moralement de celui-ci. Elle a insisté, a dit papa. Elle a dit que c'était à elle de le porter maintenant. Ils ne m'ont pas supplié de revenir. Au lieu de cela, ils ont demandé doucement si je considérerais rencontrer ma sœur, qui voulait s'excuser en personne. Tu ne nous dois pas ça, a ajouté ma mère, les yeux humides. Nous espérons juste que tu y réfléchiras. Leurs mots n'effaçaient pas les années de déséquilibre, mais ils semblaient réels, nés de la perte de la maison et du fait de ressentir enfin le poids que j'avais porté seul. Pour la première fois, l'idée de voir ma sœur ne ressemblait pas à un piège. C'était comme faire face à un chapitre que j'avais fermé trop rapidement dans mon esprit. Le dimanche suivant, au lieu de retourner dans l'ancien quartier, j'ai suivi mon GPS jusqu'à une modeste location en périphérie de la ville, l'endroit que ma famille appelait maintenant chez elle. Le bâtiment était simple, le couloir étroit, le numéro sur leur porte légèrement de travers. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Ma sœur se tenait là, les cheveux attachés, des cernes sous les yeux, vêtue d'un simple t-shirt et d'un jean au lieu des tenues choisies qu'elle affichait autrefois en ligne. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Entre. » À l'intérieur, le salon était exigu. Des boîtes empilées dans les coins, des meubles de seconde main serrés les uns contre les autres. Mes parents mettaient des assiettes sur une petite table. On s'est dit qu'on ferait le dîner du dimanche, a dit mon père, presque timide. Nouvelle maison, nouvelles règles. Nous nous sommes assis, et cette fois, il n'y avait pas de pile de factures impayées qui planaient derrière moi, aucune attente tacite que je m'occupe de quoi que ce soit. Avant que quiconque ne prenne une fourchette, ma sœur s'est raclée la gorge. Je dois commencer, a-t-elle dit, les mains se tordant sur ses genoux. Puis tout est sorti. Comment elle m'avait traité comme un filet de sécurité ambulant tout en me qualifiant de contrôlante. Comment elle avait imité ma signature et agi comme si ce n'était rien. Comment elle m'en avait voulu de lui rappeler que l'argent n'était pas magique. Quand je suis parti, a-t-elle dit, elle pensait que je bluffais, que je reviendrais en suppliant de faire partie de la famille. Au lieu de cela, le monde réel l'a frappé comme une brique. La banque, le propriétaire, les collecteurs, aucun d'eux ne se souciait qu'elle soit là, créative, ou que maman pensait que j'étais, trop dramatique. Ils se souciaient des chiffres. Elle avait dû vendre la voiture, les sacs de créateurs, la moitié de sa garde-robe. Elle avait commencé à faire des doubles journées, rentrant à la maison avec les pieds endoloris et un salaire qu'elle comprenait maintenant d'une manière qu'elle n'avait jamais comprise auparavant. J'ai eu un petit aperçu de ce que tu faisais pendant toutes ces années, a-t-elle admis, montrant ses mains calleuses. Et j'ai détesté ça. Pas parce que c'était indigne de moi, mais parce que j'ai finalement réalisé que je t'avais refilé cette vie et que j'appelais ça de l'amour. Je t'ai blessé. Je t'ai utilisé. Je t'ai crié de sortir d'une famille que tu payais littéralement pour maintenir à flot. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin que tu m'entendes dire que j'avais tort et que je suis tellement désolé. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à rester avec cet inconfort au lieu de le balayer. Merci, ai-je dit après un instant, de l'avoir dit clairement. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était mal. Des larmes ont coulé sur ses cils et elle a hoché la tête. Je sais. J'assume l'entière responsabilité du prêt maintenant. Les papiers sont signés. C'est moi qui le rembourse, pas toi. Plus jamais. Je leur ai dit que je ne revenais pas vivre avec eux. J'avais mon propre appartement, ma propre vie, et je devais protéger cela. Ma mère a hoché la tête, les yeux brillants. Nous ne voulons plus que tu sois ici pour réparer les choses, a-t-elle dit. Nous voulons que tu viennes nous voir parce que tu en as envie, même si ce n'est que de temps en temps. Mon père a ajouté qu'il ne viendrait pas me demander de l'argent à moins que ce ne soit une véritable urgence. Et even dans ce cas, ce serait une conversation, pas une attente. Nous porterons notre propre fardeau, a-t-il dit. Le dîner lui-même a semblé étrangement normal. Ma sœur se plaignant des clients impolis et des pieds endoloris. Ma mère parlant d'apprendre à cuisiner avec un budget plus serré. Mon père plaisantant sur son nouveau travail et sur l'humilité de tout recommencer. À un moment donné, ma sœur m'a fait un sourire en coin. Il s'avère que tu avais raison, a-t-elle dit. L'argent ne peut pas t'acheter une place dans cette famille, mais quand tu es parti, nous avons appris qu'il ne pouvait pas non plus te remplacer. J'ai ri,
Un petit son surpris qui a desserré quelque chose dans ma poitrine. Ces mots n'effaçaient pas l'ancienne blessure, mais ils tissaient un nouveau fil à travers elle. Quand il a été temps de partir, je me suis tenu près de la porte, enfilant ma veste. Ma sœur planait à côté de moi. « Est-ce que tu me vois toujours comme l'ennemi ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai pensé à la chambre d'hôtel, aux appels manqués, à la maison vendue, à la location exiguë, aux callosités sur ses mains, aux documents légaux libérant mon nom de sa dette. Non, ai-je dit lentement. Pas l'ennemi. Mais je ne me vois plus non plus comme ta sauveuse attitrée. Si nous devons être dans la vie l'une de l'autre, ce doit être en tant que sœurs deux adultes faisant des choix, pas en tant que pourvoyeuses et preneuses. Un soulagement a traversé son visage. Je peux faire avec ça, a-t-elle dit. Je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai jeté un dernier regard par la fenêtre. Mes parents débarrassant la vaisselle ensemble, ma sœur rinçant les assiettes, tous se déplaçant dans cette minuscule cuisine comme des gens qui apprennent à vivre dans leurs limites réelles. En retournant à mon propre appartement, j'ai réalisé que ma vengeance n'avait jamais consisté à les détruire. Il s'agissait de les forcer à faire face à la réalité et de me donner la permission d'arrêter de disparaître pour leur confort. Je ne sais toujours pas exactement à quel point je les laisserai s'approcher ni quelle part de mon cœur je risquerai à nouveau. Mais au moins maintenant, cette décision m'appartient. Si vous étiez à ce seuil après tout cela, retourneriez-vous complètement dans cette famille ou garderiez-vous une distance prudente en observant si leur changement dure réellement ? Notre équipe du studio Récits émotionnels se consacre à la création de scénarios significatifs et riches en émotions qui reflètent les conflits familiaux réels et la guérison. Nous nous engageons à rappeler aux spectateurs qu'il s'agit d'histoires purement fictives conçues pour partager des leçons et des valeurs positives plutôt que de promouvoir la haine ou la vengeance dans la vie réelle. Cette intrigue souligne l'importance d'établir des limites saines, de reconnaître l'exploitation émotionnelle et d'apprendre à assumer la responsabilité de ses propres actions. Elle encourage les spectateurs à réfléchir à la manière dont le favoritisme injuste et la dépendance financière peuvent endommager les relations familiales et pourquoi une communication honnête et la responsabilité sont essentielles. À travers les erreurs et la croissance des personnages, le scénario guide doucement le public vers des manières plus saines de gérer les conflits, la douleur et la réconciliation.